Mais attends que ça sonne au moins, hein. Parce que... Allô, chef? C'est moi. Hein? Non, je suis toujours sur le chantier de l'autoroute, ici, à Mons, hein. Oui, on va avoir fini, hein, un jour. Non, mais là, ça se termine, chef, hein. Ouais. Non, mais je vous passe mon petit coup de fil trimestriel, comme une fois tous les 3 mois, que je vais dire, hein, pour vous rendre compte de l'état d'avancement des travaux, enfin, pour vous rendre compte des travaux. D'ailleurs, je trouve, chef, que depuis le début, un coup de fil tous les 3 mois, c'est un petit peu trop rapproché, chef. Je trouve qu'un petit coup de fil tous les 6 mois, ça aurait largement suffi. Au rythme qu'on avance. Oui, un coup de fil semestriel, chef. Hein? Bah, ça n'avance pas, c'est pas de ma faute, chef, c'est de votre faute quand même, je vous l'avais dit. Vous m'avez mis au chantier côté au bourg, j'habite à Saint-Guilain. Bah, tous les matins, à 7h30, je viens pointer à je m'appelle le temps que j'arrive à mon poste, mais il est 12h30, il est le temps de manger, hein, chef. Le temps de déballer mes tartines et de manger, mais il est 2h30, 3h, il est le temps de rentrer, hein, chef. Ah bah si, parce que si je pars après 3h, il y a tous ceux qui rentrent de Bruxelles et je suis pris dans l'embouteillage, je ne suis pas chez moi avant minuit, chef. Hein? Oui, je mets 2 heures pour manger mes tartines et alors? Si je mange trop vite, je suis ballonné, chef. Et vous connaissez le proverbe, hein? Ouvrier ballonné, bon à rien sur le chantier. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, toi? Qu'est-ce qu'il a? Non, c'est parce qu'ils sont encore à l'arrêt depuis une demi-heure ici, parce qu'on est en train de changer les panneaux. Mais je travaille! Non, c'est un homme dans sa voiture, là, il perd patience. L'autre, au lieu de téléphoner, il travaille, mais je travaille, c'est mon chef. Dites-lui que c'est vous, chef. Il n'entend rien, il est trop loin. J'espère qu'il va rester loin, parce qu'il y en a quelquefois qui descendent de leur voiture, ils perdent patience, hein, chef. On a toujours peur dans ces cas-là, on a eu des accidents ici, hein, chef. Moi, je trouve qu'on est en danger de mort depuis le début du chantier, hein, ici, chef. Hein. Je trouve que c'était trop dangereux. Vous auriez dû nous faire travailler sous des cagoules, chef. Vous savez, comme le GIGN ou les forces spéciales d'intervention, quand ils descendent dans les milieux de la drogue, ils ont des cagoules pour qu'on ne les reconnaisse pas après dans le civil. Je trouve qu'on aurait dû travailler avec des cagoules, chef. J'ai toujours eu peur depuis le début du chantier qu'il y ait un cinglé qui me retrouve sur Facebook. Qui débarque chez moi, c'est que j'ai quand même un petit garçon de 8 ans, chef, hein. Qu'il enlève mon gamin, qu'il le retienne en otage et qu'il ne me le rende qu'à la fin du chantier pour faire avancer les travaux, chef. Vous vous rendez compte, j'aurais retrouvé mon gamin à sa majorité, chef. Ah oui, hein? Il y en avait des hargneux, hein, ici, hein? Vous savez que je vous parle maintenant que j'ai un camarade qui, depuis le mois de juillet, est encore en rééducation, qui s'était fait casser sa figure par un chauffeur espagnol. En pleine canicule, chef. Première canicule du mois de juillet. Un chauffeur espagnol qui part de Lisbonne, hein, avec un 30 tonnes. Il fait Lisbonne-Jemappes en 12 heures. Faut le faire, hein? 4 jours après, il était toujours pas à Mons, chef. Un 4 juillet, sous 40 degrés à l'ombre, c'est que c'est fragile, hein, la sardine fraîche, hein, chef? Ah, ça commençait à sortir. Je me souviens, on était en train de se reposer sur nos pelles comme ça, on venait de manger. Il y a mon camarade qui lui dit « Hé, l'Espagnol, on sent bien que tu ne transportes pas de tulipes. » Pourtant, tulipe, c'est pas un long mot, hein, c'est 3 syllabes, hein, 6 lettres, hein, quand on compte bien. Il n'est pas arrivé au bout du mot, chef. Il n'a jamais pu dire le peu de tulipe. Non, le peu, il l'a dit en réanimation, chef. Non, je dis, il y en avait qui avaient le sang chaud ici. Hein. Je crois que le pire, c'est quand même été le semi-remorque qui était parti d'Amsterdam pour aller jusqu'en Bretagne avec 6000 poulets vivants. Enfin, 6000 poulets vivants à Aubourg. Hein. Oui. Oui, ils n'ont pas été vivants longtemps. Pauvres bêtes. Oui, des poulets élevés en batterie, là. Vous voyez, c'est cruel, hein, ça, chef. Hein. Ouais, c'est cruel, élever des poulets en batterie. Pourquoi qu'on élève des poulets en batterie? Pourquoi pas des lapins en piano, tant qu'on y est? C'est vrai. Et après, on dit, ils sont stressés. Et tu m'étonnes qu'ils sont stressés. Vous avez déjà entendu le boucan que ça fait, une batterie, chef? Moi, je ne suis pas batteur, mais j'ai un beau-frère qui joue de la batterie. Mettez un poulet là-dedans, il va être stressé, hein? Et encore, le poulet qui est élevé dans la grosse caisse, ça va, il est bien mis, il a de la place. Et le poulet qu'on élève dans la caisse claire. Vous imaginez le poulet qui est entre les deux cymbales qui fait un c'est pas une vie, hein? Enfin, bref. Un 12 juillet, en pleine canicule, l'autre l'a bloqué une semaine qu'il est resté à Aubourg avec ses poulets.
Non, finalement, il s'est garé heureux, il a ouvert un stand, il a vendu des nuggets. Non, il n'a même pas dû les cuire. Mais c'est tellement qu'il a fait chaud, chef. Après, on dit que ça n'avançait pas, mais c'est tellement qu'il faisait chaud, chef. Il faisait tellement chaud que le bitume ne prenait pas. Même la nuit, le bitume restait liquide tellement qu'il faisait chaud, chef. Les 4 pauvres kilomètres qu'on avait eu finis au mois de mai, ils avaient refondu. Et après, on dit que c'est de notre faute. C'est pas de notre faute, chef. C'était tout liquide, chef. Ça ne prenait pas, hein. C'était même dangereux, hein, chef. Je me souviens, un jour, il y a mon contremaître qui me dit « Hé, amène-moi mon décamètre » qui me dit de l'autre côté de la route. « Ah, ben j'arrive, nous » qui dit « Hé, si tu passes là-dedans, mais on ne te retrouve plus, hein. » Je vous assure, même Jésus n'aurait pas pu traverser le bitume, hein, chef, hein. Je dis, oh, c'est pas grave, j'ai le pied large. Tu parles, j'ai le pied large. J'ai pas fait 2 pas, hein. Je suis resté bloqué, hein, chef, hein. Ils ont tout essayé avec des cordes, avec des planches pour me retirer. Finalement, heureusement que je mets toujours des grosses chaussettes dans mes bottines de chantier, hein, chef. C'est parce qu'ils ont été démonter une grue à la gare de Mons. Et après, on dit que ça n'avance pas. Vous connaissez la gare à Tlava? Eh bien, ils ont démonté une grue à la gare de Mons, c'est parce que j'avais mis des grosses chaussettes qui m'ont pu m'enlever comme ça. Pop! Comme ça a fait. D'ailleurs, chef, quand vous viendrez visiter le chantier, au kilomètre 37, en face du beffroi, vous ne pouvez pas vous tromper, au ras du bitume, si vous voyez 2 paires de lacets, c'est mes bottines, chef. Il n'y a pas que mes bottines, parce que vous savez que vous nous avez demandé, pour la sécurité, de mettre des yeux de chat réfléchissants entre les bandes blanches. Oh, avec la chaleur qu'il a fait, vous étonnez pas, il n'y a pas que des yeux de chat, il y a de temps en temps des oreilles de lapin aussi. Hein. Pauvre bête, oui. Je crois que le pire, ça a été la vache, chef. La vache? Une vache? Un matin, on arrive à 7 h au chantier, il y avait une vache qui était bloquée dans le bitume. Je vous le jure, chef, je ne sais pas d'où qu'elle s'était échappée. Oui, sur le bitume. Même pas sur le bitume de l'autoroute, sur le bitume du parking où ce qu'il y a à la station-service avec le restaurant, tout ça, là. Elle était comme ça, stoïque. Elle était paniquée, la pauvre bête, elle n'osait plus bouger. Je me dis, s'il y a Gaïa qui débarque ici, qui fait une vidéo, on va être des stars interplanétaires sur Internet ici, hein. Donc j'ai dit aux camarades, vite, il faut la dégager d'ici. Hein. Donc on a tous essayé pour la dégager de là, en faisant attention de ne pas blesser l'animal. Hein. À la discus, au marteau, au pic, au hilti, au chalumeau, elle ne voulait pas bouger. Hein. Ah oui, et à un moment, il y a le gérant du Resto Grill qui est sorti, il était fâché, on était en train de voler son enseigne, chef. Je me disais aussi qu'elle avait le poil bien lisse. Je vous dis, le chantier ici, depuis le début, c'est une aventure humaine, hein, chef. Hein? Oui. En plein mois d'août, 2e vague de canicule, chef. J'étais comme ça en train de me reposer sur ma pelle avec un camarade. Ça faisait bien 5-6 heures qu'ils étaient à l'arrêt. Oui, on faisait des concours, on essayait de deviner celui qui allait tomber en syncope le premier. Et il faisait chaud. Hein. Et à un moment, heureusement que ça s'est passé comme ça, parce qu'on aurait eu le même drame qu'en Angleterre. Un camion frigo, heureusement que c'était pas fermé de l'extérieur. Ils ont pu ouvrir de l'intérieur, ils sont sortis. Ils étaient montés clandestinement, 14 passagers clandestins, des réfugiés. Clandestinement qu'ils étaient montés dans le camion en France, dans le sud de la France. Même le chauffeur s'en était pas aperçu, mais ils n'en pouvaient plus. Hein. Non, ils sont descendus, ils ont été tapés à la cabine du chauffeur en disant « Bon, t'es gentil, mais nous, on continue à pied. » Ils n'en pouvaient plus, ils n'en pouvaient plus. Non, non, non. J'ai donné un petit peu d'eau de ma gourde parce qu'ils étaient déshydratés. Et il y en avait un dans le tas qui parlait le français. Ils m'ont raconté leur aventure. C'était incroyable, chef. Ils m'ont raconté, chef. À 14, hein, ils étaient partis 2 mois avant, ils avaient traversé tout le désert de Libye, à pied. Allez voir sur une carte le désert de Libye, hein, il faut se le faire à pied. Hein. Une fois arrivés à la mer, ils ont traversé la Méditerranée en nageant sur un matelas pneumatique, à 14, même pas un canot, un matelas, vous imaginez. Hein. Ils ont traversé toutes les Alpes en flash. Mais ils m'ont dit, un seul chantier de l'autoroute de Mons, c'est inhumain. Non, non, mais c'est vrai, chef. On en a vu. J'en parlais encore hier avec un employé de chez Equit. Hein. Et je... Hein? Non, je disais, j'en parlais encore hier avec un employé de chez Equit. Et je... Un employé de chez Equit. Ben de chez Equit, hein. Ben, la station-service, Equit. Ben, quoi? Ben, Q et 8, vous dites comment, vous? Ah ben moi j'ai toujours dit quit. Comment vous dites?
Comment, chef? Quoi? Q8? Q8? Hein? Ah, Q8? Q8? Ah, mais je ne connais pas l'anglais, chef. C'est pour ça que vous êtes chef. Ah, moi, j'ai toujours dit quit. Ah, ben, je ne savais pas. On en apprend tous les jours, chef. Donc, quit, ça se dit Q8. Première nouvelle pour moi, chef. The carrots are Q8. Les carottes sont cuites. Eh bien, grâce à vous, je connais une phrase en anglais, chef. Donc, j'en parlais avec l'employé de chez Q8, là. Hein. Ouais, je lui disais, parce que lui, au départ, il ne travaillait pas ici sur la station-service de l'autoroute. Il travaillait sur une plateforme pétrolière dans la mer du Nord. Et ouais, et comme sa femme était enceinte et qu'il ne rentrait chez lui qu'une fois tous les 6 mois, pour être certain d'assister à l'accouchement, il avait demandé d'être sur l'autoroute, ici, à la station. Ben... ah, ben, son gamin aura fait sa communion, qu'il n'aura toujours pas vu son papa, hein. C'est normal, hein. Et en parlant de naissance... On en a eu ici, hein? Ben, dès la première semaine, j'ai dû aider à quelqu'un à accoucher ici, hein? Ah oui, une femme que je ne connaissais pas. D'ailleurs, comme on s'est rendu compte que ça allait arriver plus souvent qu'on ne pensait, tout de suite, on a tous été passer notre brevet d'accoucheur, hein? Mais je vous le dis, j'ai mon brevet d'accoucheur. Je suis ouvrier accoucheur, chef. Je suis déjà parrain 4 fois depuis le début des travaux. Oui, de femmes que je ne connais pas. Et encore, j'en ai accouché 6, c'est parce que les 2 autres, c'était des musulmans. Autrement, j'aurais été parrain aussi. Mais puisque je vous le dis, je suis ouvrier accoucheur, je suis capable de vous faire une césarienne avec n'importe quel outil qui me tombe sous la main. Ah oui. Et la première, je l'ai accouchée comme je pouvais sur le tableau de bord. Après, on s'est organisé. Hein. Ah non, dès la suivante, dès qu'il y avait un accouchement, tout de suite, hop, on l'a emmené dans la cabane de chantier. On faisait de la place sur la table en plastique ou ce qu'on mange, pour que ce soit quand même un petit peu plus confortable pour elle. Hein. Bon, évidemment, accoucher entre un poster des Diables Rouges et le calendrier Pirelli, c'est pas Edith Cavell, hein. Et je vous assure, pratiquer une épisiotomie avec une disqueuse... faut un certain sang-froid, hein, chef. Surtout de la part du mari, hein. Non, je pense que finalement, le plus regrettable depuis le début du chantier, c'est le transport d'organes, hein, ça. Ah, ben ça, il y a eu des pertes, chef, hein. Surtout pendant la canicule, hein. Ah, ça, il y a quelques reins et quelques foies qui se sont perdus dans la nature, hein, chef. Non, je dis, il y a quelques reins et quelques foies qui se sont perdus dans la nature. Hein? Non, je ne bégaye pas. Pourquoi? Oui, je sais bien que j'ai dit 2 fois, quelquefois. Oui, mais quelquefois, on peut dire 2 fois, quelquefois dans la même phrase. Quelquefois, c'est pas pléonasme de dire 2 fois, quelquefois. Non, c'est parce que vous ne m'avez pas compris, chef. Non, je disais, il y a quelquefois quelques reins et quelques foies qui se... Hein? Je vais vous l'envoyer par SMS, chef. Oh, ben, dans une boîte en frigolite avec de la glace carbonique, c'est pas éternel non plus, hein. À un moment, ça fond, hein. Et après 12 heures, ça sent. C'est pour ça qu'il l'a balancé. Non, mais maintenant, quand ça arrive encore qu'ils ont un beau foie, un beau rein, ils ne le jettent plus, non, ils le donnent à ceux de nos camarades qui savent qu'ils ont des chats. Non, je pense que le plus cocasse depuis le début des travaux, c'est le fourgon pénitentiaire qui était parti de la prison de Nivelles, avec 4 dangereux individus à bord pour les emmener à leur procès au tribunal à Mons. Oui. Eh ben, arrivés à Mons, ils ont dû les relâcher, les faits étaient prescrits, chef. Tiens, ben, en parlant de Mons, le voilà. Monsieur Diroupeau, ça va? Ça va, monsieur Diroupeau? Monsieur Diroupeau? Non, il passe ici tous les jours. Oui, non, mais ça va avancer, on a presque fini. C'est parce qu'on a laissé tomber un panneau. Ne vous inquiétez pas, ça va se dégager. C'est qui ferme sa fenêtre. Dis tout de suite que ce que je te dis, ça ne t'intéresse pas, le Diroupeau? Non, mais de toute façon, on n'a plus rien à se dire, il passe ici tous les jours. Ça fait des mois que je ne sais plus quoi lui dire. De toute façon, il s'en fout, il a un chauffeur, lui, donc... Hein? C'est le 5e depuis le début des travaux. Ils sont tous en dépression. Mais si je vous le dis, il passe ici tous les jours, chef. Ah oui, et après on s'étonne que le gouvernement n'avance pas. C'est malin, il arrive toujours en retard, évidemment. Hein.
Ouais, les réunions secrètes avec De Wever, il paraît que De Wever, il n'en peut plus. Il lui dit, hey, Di Rupo, prends une chambre à l'hôtel à Bruxelles, hein, qu'on avance un petit peu. Il ne veut pas, il veut rentrer chez lui tous les soirs, chef. C'est normal aussi, hein, les personnes âgées, à partir d'un certain âge, ne dorment bien que dans leur lit, hein. C'est vrai, hein, chef. Si je vous le dis que c'est Di Rupo. Ah oui. À un moment, pour que ça avance plus vite pendant les travaux, on lui avait mis des motards, mais c'était pire parce que les motards, ils allaient devant, ils disaient aux gens, bon, quand vous allez redémarrer, ne continuez pas tout droit, mettez-vous sur le côté, laissez passer, il y a quelqu'un d'important derrière. Et les gens disaient, ah bon, c'est qui? C'est Di Rupo. On pensait bien que les gens ne se rangeaient pas, hein. Il y en avait, quand ils apprenaient que c'était Di Rupo, ils faisaient marche arrière, chef. De toute façon, les motards, ils voulaient plus venir, ils disaient que c'était trop dangereux, ils avaient raison, parce qu'ils disaient, hey, on risque notre vie ici, hein. Aller rouler et tenir en équilibre sur une BMW 1350 à du 2 à l'heure. C'est des motards, hein, c'est pas des animaux de cirque, hein. Donc maintenant, ils sont à pied. Si, ils sont là, ils sont devant moi, ils sont à pied. Eh ben, c'est des motards à pied. Ça va, les gars? Mais si je vous le dis, ils sont 4, je les vois là. Si vous voulez que je vous fais une photo, je l'envoie par WhatsApp. Mais c'est des motards à pied, il faut la sécurité de Di Rupo tous les jours, ici sur le chantier, à pied, comme pour les présidents américains, de devant, de derrière, avec une main sur le capot. Di Rupo, il se prend pour Kennedy, chef. Si ça pouvait lui mettre du plomb dans la cervelle, hein. Non mais, voilà. Moi, je voulais vous demander, chef, maintenant qu'on va avoir fini, donc vous avez encore le temps de réfléchir, hein. Les outils, qu'est-ce qu'on en fait? Non, parce que je me disais, est-ce qu'on ne les repasserait pas directement de l'autre côté? Non, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'état de 2 pauvres bottes sur lesquelles on a fait passer tout le trafic pendant des années, là, les 2 pauvres bottes qu'on avait déjà mis 7 ans à refaire. On peut tout recommencer, hein, chef. C'est plus une autoroute, c'est un skatepark, hein. Ben, il y a des ornières comme ça. Vous avez déjà vu une piste de bowling? Eh ben, c'est une piste de bowling, mais sans le plat du milieu. Rien que les rigoles, chef. On peut tout recommencer. C'est pour ça qu'on n'aura jamais fini, chef, ici. Ah non, on n'aura jamais fini. C'est pour ça, finalement, que je ne suis pas tout à fait contre l'idée d'Emmanuel Macron en France et de Johan van de la Notte en Flandre de reculer l'âge de retraite de 5 ou 6 ans. Oui, c'est parce que maintenant que j'ai commencé, je voudrais quand même bien avoir le chantier fini avant ma pension. C'est que je vais quand même sur mes 43 ans, hein, chef, hein, ça va bien. Je fais de... Motivé. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, ça, ce sont les cônes. Les cônes. Les cônes. Mais il est temps. Vous savez, les cônes. Il n'y a qu'en Belgique, hein, ça, les cônes, sur les routes, là. Parce que grâce à mon travail, j'ai pu voyager un peu. Et je vous promets qu'il n'y a que chez nous, hein, des cônes sur les routes comme ça. Si, ailleurs aussi, il y en a des cônes sur les routes. Mais quand il y a des travaux... Je connais un peu la région, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas pourquoi, c'est une spécialité belge. À un moment, il y a une route à 4 bandes, magnifique. Pour une fois, il n'y a pas un trou, il n'y a rien. Un billard. On ne sait pas pourquoi, à un moment, on arrive, il y a des cônes. Sur 30 km. Alors qu'il n'y a rien. 30 km de cônes. Qui barrent non pas une voie, non pas 2 voies, mais qui condamnent 3 voies. Et nous, parce qu'on est belges, dociles, on roule à double sens sur une voie. Pendant des mois. Tu sais, on passe à ça les rétroviseurs des autres. À du 20 à l'heure. Pendant des mois. Et il ne se passe rien. Hein. Il n'y a pas un ouvrier, il n'y a pas un outil, il n'y a pas une baraque, pas un engin. Rien. Nous, dociles. On pourrait très bien rouler sur les... Non. Et généralement, ça se passe la nuit. Au bout de 3 ou 4 mois,
on ne fait plus attention, on est habitué, c'est dangereux, hein, parce que généralement ces routes-là ne sont pas éclairées. Donc au loin, c'est très aveuglant. À un moment, on voit un... C'est très lumineux, c'est aveuglant, ça fait... Donc on ralentit encore, et en s'approchant, on s'aperçoit que c'est une camionnette au cul de laquelle il y a une flèche qui fait... Et au volant, il y a un pauvre type qui roule à du 12 à l'heure, il est 2 heures du matin, et à l'arrière, la camionnette, les portes sont ouvertes, il y a un autre pauvre type qui est assis sur le plancher de la camionnette, dos au chauffeur, qui les réaligne. Et là, on se dit qu'on est parti pour un moment. Hein. Il y a quelques semaines, j'étais en spectacle et en rentrant, tard donc, je croise justement une camionnette avec des cônes. Donc je ralentis, il n'y avait personne de toute façon, ni devant ni derrière, il était 2 heures du matin. Je dis pardon monsieur, le type qui était en train de... Je dis excusez-moi, et le type me reconnaît, il dit oh monsieur Pirette. Voilà. Voilà, juste par simple curiosité, qu'est-ce qui va se passer ici depuis des mois qu'il y a... Le type me dit oh, je sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Non, non. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je réaligne les cônes, moi, je fais... Le type me dit, ma femme ne me croira jamais, est-ce qu'on peut faire un selfie pour le souvenir? Juste si vous voulez, donc je baisse ma vitre encore plus. Donc il vient, il fait un selfie, il me dit, oh merci, ça va être un chouette souvenir. Je dis et moi, pour le souvenir, je peux vous prendre un cône? Donc je prends un cône. Et il me dit, oh non, monsieur Pirette, ne déconnez pas. J'ai un fantasme. C'est parce que j'ai un beau-frère qui a un vieux break Volvo. Vous voyez, c'est un vieux beau-frère avec un vieux break. Vous voyez les breaks Volvo tout carrés, là, on en met là-dedans. Hein. Je rêve d'aller un jour avec mon beau-frère, pendant la nuit, sur une route comme ça où il y a 30 km de cônes. Et d'aller les réinstaller ailleurs. Je suis certain que 3 mois après, il y aurait... Et si ça se trouve, je rêve de ça, il y en a peut-être qui l'ont fait bien avant moi et qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. Je vous dis, il n'y a qu'en Belgique, ça, on est des spécialistes. Cet été, je suis retourné à Montréal pour la première fois depuis des années, parce qu'avant, j'y allais souvent au Canada pour le Festival du Rire. Et j'avais jamais eu le temps de visiter le Canada, parce que quand j'y étais, c'était pour travailler. Et cette année, ça me démangeait, j'avais envie d'aller revoir des copains là-bas, donc j'y suis allé. Et pour une fois, je pouvais enfin faire du tourisme, donc je dis à un vieux camarade comique qui est une grande vedette là-bas, je dis écoute, je voudrais en profiter pour faire un peu de tourisme et donc d'aller visiter Ottawa, la capitale. Il paraît que c'est chouette. Il me dit ah oui, tu sais, Ottawa, c'est une ville fantastique, ça maudit, Carly, ça n'a pas de bon sens, tellement que c'est bien. Je dis c'est loin d'ici? Je dis c'est à combien de kilomètres? Il me dit pardon? Je dis, ah oui, pardon, à combien de miles? De 1000, parce qu'il pense qu'il parle en français en disant 1000. Il me dit quoi? Je dis, bah oui, c'est à combien de miles de 1000? C'est à combien d'ici? Ah, à combien d'heures? Je dis, oh. Ah oui, parce que les Canadiens parlent comme les Américains. Quand ils parlent de distance, c'est tellement grand qu'ils parlent en heures. Les Américains disent, San Francisco est à 7 heures de Los Angeles. Et à Montréal, ils disent pareil. Ils disent, ah, si tu veux savoir, pour Ottawa, c'est à 5 heures de Montréal. Et effectivement, j'ai loué une petite voiture chez Avis. J'ai mis 5 heures, pas une minute de plus. 5 heures aller, 5 heures retour. Je dis, en tout cas, ça me fait très plaisir de te revoir. Ça faisait tellement longtemps. Il dit, et cette fois-ci, on ne va plus devoir attendre aussi longtemps. Parce qu'il y a mon gérant. Leur gérant, c'est leur producteur. C'est mignon, hein? Ils appellent leur producteur leur gérant. Il y a mon gérant qui va m'organiser une tournée en Europe. C'est la première fois que je vais aller en Europe. Je commence au mois de septembre. Je commence par le nord de la France et puis je monte en Belgique. Je vais enfin venir voir son pays, en Belgique. Et il me dit, je fais 2 spectacles, un à Tournai. Je dis, oui, c'est chouette. Maison de la culture de Tournai. Il dit, ça doit être ça, elle est en travaux, mais très très bien, vous allez voir. Et il me dit, je fais une date à Tournai et l'autre à Liège, Forum de Liège. Je dis, magnifique salle. Hein. Enfin, je connais pas. On doit prendre un hôtel quelque part, Tournai, Liège, c'est loin. Je dis, oh, 4 jours.
Le type est persuadé qu'on habite un continent, tu vois. Et les Canadiens ne connaissent pas notre pays, pas plus que les Français, parce qu'on pourrait croire que les Français et que le Canada c'est loin. Non, les Français non plus ne connaissent pas notre pays. Et je sais, ça fait 25 ans que j'habite là-bas, donc ils savent pas qui on est. Oui, ah oui. Tant qu'on y est, parce que comme je suis là, dans le théâtre de la ville où je suis né, je voudrais aplanir un malentendu, c'est que je vois depuis longtemps sur les réseaux sociaux des remarques parfois un peu désagréables, du genre « Ouais, t'es parti vivre en France, tu te prends pour qui ?» Comme si vivre en France était une promotion sociale, tu vois. C'est pas un statut, c'est une adresse. Tu te prends pour qui? Pour rien, pour un immigré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Non, je sais que ça chagrine certains d'entre vous que je sois plus ici dans la région. Alors je vais vous dire pourquoi. Je ne vous parle jamais de ma vie privée, mais c'est l'occasion, on est entre nous, on se connaît. Non, mais je vais vous dire pourquoi j'habite en France. C'est parce qu'il y a 25 ans, quand je suis parti travailler avec mon camarade Laurent Ruquier, là-bas, j'ai rencontré une jeune personne. On ne sait plus. Et cette jeune fille est devenue mon épouse, ou plus exactement, je suis devenu son mari. Et comme elle est française et qu'elle habitait en France, je suis allé habiter avec elle. C'est simple, non? Voilà. Et il y a quand même quelques esprits chagrins qui m'ont dit « Et pourquoi vous lui avez pas demandé de venir vivre en Belgique ?» Mais parce que je l'aime. Les Français nous connaissent mal. Avant, il y avait ce petit réflexe condescendant. On nous appelait les petits Belges. Vous vous souvenez, les Français nous appelaient... C'est fini, hein, ça. Maintenant, c'est pire, c'est « Vous, les Belges, vous êtes sympas. » Mais on ne connaît pas les mêmes, alors. Hein. C'est comme si on était tous sympas. Ouais, vous êtes sympas. Il y a autre chose aussi qui me fait rire à chaque fois. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie, en vacances en France, ou en voyage, ou simplement en week-end. C'est quand un Français apprend que vous êtes belge. Souvent, ça donne ça. « Ah, t'es belge? Ah, ben je connais un belge, Jean-Marc Dufour, tu dois le connaître. » Ah bah oui, bien sûr, c'est sûr, on se connaît tous, tu sais. On est 12, on est tous beaux-frères, on est tous consanguins, on s'en fout tout ça. Et alors, il y a une autre question, c'est vous êtes belge, mais la Belgique, c'est petit, hein, oui, mais c'est grand comment? Alors, souvent, quand on vous pose la même question 100 fois, à un moment, vous avez la même réponse, et j'en avais trouvé une que je trouvais assez éloquente, assez claire, et qui me convenait bien. Chaque fois, je répondais, ben voilà, la Belgique, c'est petit, mais c'est grand comment? C'est pas compliqué. Vous partez en voiture de n'importe quel coin extrême de la Belgique, vous ne pouvez pas rouler plus de 2 heures sans ressortir. C'est vrai, hein? Et maintenant, je leur dis en Belgique, vous ne pouvez pas rouler plus de 2 heures en voiture sans sortir de vos gonds. Mais qu'on arrête avec ces travaux! C'est insupportable! Et pourquoi faire? De toute façon, bientôt, on ne pourra plus rouler en voiture. C'est pas vrai? À cause de Greta Thunberg. Oh, alors! Greta Thunberg qui a détresse parce que le monde est en détresse. Et si elle s'était occupée des sans-abri, elle aurait eu des couettes. Vous l'avez vu à la tribune de l'ONU? Ouais, vous avez volé mes rêves de jeunesse. Et toi, tu viens de voler mes rêves de vieillesse, hein? Est-ce que je me plains? Mais c'est pas vrai. Écoute, je suis né dans la région. Je sais ce que c'est que de vouloir réussir. Quand on est né d'un milieu ouvrier, qu'est-ce qui atteste de la réussite professionnelle de quelqu'un? C'est que vers 50, 55 ans, il peut se payer une belle grosse bagnole, là, tu sais, une voiture de pharmacien. C'est une belle grosse BMW 552 Ease. Je n'y connais même rien du tout. Maintenant que j'ai un petit peu réussi, que je vais avoir 57 ans, maintenant que je peux enfin me payer ma première belle grosse BMW, je ne peux pas parce que Greta Thunberg a dit que j'allais lui voler ses rêves de jeunesse. Hein? De quoi je me mêle? Et encore voudrais-je me payer ma BMW quand même, que je ne peux pas parce que mes enfants me feraient une tête comme ça en disant « Mais papa, tu vas pas t'acheter une BMW? Elle a raison, Greta, pense à notre avenir, ton avenir, ton avenir. » J'ai dû m'acheter une Tesla pour faire plaisir à mes gosses.
Et pas une grosse Tesla, parce que ça, c'est bien une belle grosse Tesla. Hein. Quand tu vas passer ça sur l'autoroute, c'est des avions. Hein. Non, une petite Tesla. Hein. Parce qu'une petite Tesla, ça coûte le prix d'une grosse BMW. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est une petite. Hein. Tu mets 2 piles, tu fais le tour du monde. Hein. C'est une toute petite. Tu dirais un bidon de soupline avec des roulettes en dessous. J'ai travaillé 37 ans de ma vie pour me payer un bidon de soupline à roulettes. Une petite Tesla. Et vous savez ce qui est le plus rageant dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont raison, les jeunes. Elle a raison, Greta Thunberg. Dans 30 ans, si on ne change rien à notre façon de vivre, les océans auront pris 1 mètre. Vous le savez, ça? Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu les projections cartographiées de la Flandre? En 2050, rayé de la carte. Hein. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai revendu ma Tesla, j'ai acheté un Hummer. C'est vrai, je vous le jure, c'est vrai. Et je ne vais jamais nulle part. Moi, je ne vais jamais nulle part quand je ne travaille pas. Eh bien, mon Hummer, eh bien, il roule tous les jours. J'ouvre la porte du garage, je le mets en route et je mets les gaz à fond. Je ne rentre même pas dedans. Je ouvre la portière, je mets ma jambe. Je fais le plein tous les jours. Et le lendemain... Et quand j'en ai marre, je mets une brique. Attends, 2050 avec moi, faudra pas 2050. Je fais des barbecues tous les jours. Matin, midi et soir. Des barbecues, hein, et je ne cuis rien. Hein. Sur la grille, je mets du charbon de bois. En dessous du charbon de bois. Je dis, oh, ça dit pas le bilan carbone, hein. Et je mets le chauffage à fond et j'ouvre mes Velux. Chauffage central, j'ai même pas de cuve au mazout. Je suis relié directement à feu Louis. Ah, 2050 avec moi, faudra pas attendre 2050. Grâce à moi, en 2030, on roulera en quiz-tac sur la digue à Villevorde. Ne filmez pas ça, vous. Si, je vois le machin briller. Ne filmez pas ça, les gens vont croire que je suis anti-flamand. Allez, arrête. On vous l'a demandé avant le spectacle de ne pas sortir les machins. Vous le faites quand même. Vous pouvez pas vous en empêcher, hein. Vous travaillez pour Gad Elmaleh? On vous a demandé avant le spectacle d'éteindre vos téléphones et ça. Vous êtes jamais demandé pourquoi, depuis des années, à chaque fois que vous allez au spectacle, surtout voir des comiques, vous êtes jamais demandé pourquoi on vous demandait d'éteindre les téléphones portables en vous disant que c'était soi-disant parce que ça pouvait nous déconcentrer, ou pire, que ça pouvait faire interférence avec les micros comme si on était en 4G, attends, pas un petit peu. Mais non, hein, pas du tout. C'est parce que nous, dans le spectacle, on le savait que Gad Elmaleh envoyait des espions. On le sait depuis des années qu'il pique à tout le monde, on le savait. Mais on ne disait rien par déontologie, nous. Et c'est vrai que je le savais, depuis toujours. Mais je ne savais pas que c'était à ce point. Quand l'affaire a éclaté, je ne savais pas que c'était à ce point-là. D'ailleurs, j'ai été inquiet. Quand j'ai appris que Gad Elmaleh avait piqué à tout le monde, j'ai acheté une place, j'ai été le voir. Eh ben, il m'avait rien pris à moi, dis donc. Mais j'étais vexé. Attends, il pique à tout le monde sauf à moi, je dois le prendre comment, ça? J'étais tellement vexé d'avoir dépensé 50 € pour rien. Attends, 50 € c'est ici, hein, pour moi. 50 € pour lui, c'est deuxième balcon, hein, mais enfin bon. J'étais tellement vexé que je lui ai pris 4 blagues, allez. Et la semaine suivante, j'ai mis les 4 blagues de Gad Elmaleh dans mon spectacle, ça n'a pas raté. Hein. Une semaine après, j'étais assigné au tribunal par Danny Boone. On ne peut pas s'en empêcher de filmer, hein, c'est terrible. Ça a changé notre vie, ce machin. Hein. Dès qu'on ne l'a plus, on est perdu. Hein. C'est terrible, hein. Ah là 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 là, partout, même en classe, je plains les enseignants et les enseignantes, surtout. Ici, est-ce que c'est autorisé, ici, les téléphones portables en classe? Non. Il y a des enseignants, des enseignantes? Où ça? Si près? Vous avez vu que par réflexe, quand je demande s'il y a des enseignants, je regarde vers les balcons, parce que... Ben dites donc, vous êtes bien payés dans la région. Des enseignantes? Oui. Dans votre classe, c'est autorisé, les téléphones portables, les iPhones? Bah oui, oui, oui. En France, maintenant, c'est clair. Hein. Depuis cette année, il y a une directive, c'est tout simplement interdit. Même éteints dans les sacs, ils n'y ont plus droit. Et je comprends. Je comprends. Parce que les gens pensent que si les téléphones portables sont interdits dans les classes, c'est parce que les profs ont peur que pendant les examens, les gamins s'envoient les réponses par SMS ou aillent sur Wikipédia voir la couleur du cheval blanc de Napoléon. Pas du tout!
C'est parce qu'il y a un appareil photo là-dessus. Ça doit être terrible de se sentir filmé de dos. Moi, je sais ce que c'est que d'être filmé de face. Et encore, c'est l'exercice de mon métier. En ce moment, je suis filmé de face. Et un petit peu de dos aussi, mais je le sais. Mais vous, moi, j'ai déjà pensé beaucoup à vous. Imaginez une enseignante, une jeune enseignante, c'est pire, une vieille. Imaginez. Qui, après la récréation de midi, a été mangée, donc c'est un petit peu... qui passe d'abord par les toilettes avant de revenir en classe, et qui est au tableau, qui à un moment panique en se disant... Oh là là, j'espère que je n'ai pas ma jupe coincée dans mon panty. Au moment où elle se pose la question, c'est déjà une vedette internationale sur YouTube. Hein, tu vois. Moi, j'ai pas connu ça. Quand j'étais ici, à l'école, j'avais 14-15 ans, je rentrais chez moi, je disais à ma maman, « Oh, maman, la prof de maths, elle exagère, et puis elle est con, et elle est moche. » Et ma mère me disait, « Thierry, parce qu'à ce moment-là, je m'appelais Thierry, je suis sûr que tu exagères. » Et puis, ça s'arrêtait là. Maintenant, un gamin rentre de l'école en disant, « Oh, maman, la prof de maths, elle est con, et qu'est-ce qu'elle est moche. Oh, je suis sûr que tu exagères. Mais non, regarde. » Ah bah oui, ah bah oui. Oui, c'est sûr que... Non, oui. C'est terrible, hein. On n'arrête pas de faire des photos dans les classes. Tiens, en parlant de photos et de classe, association d'idées, les photos de classe, ça existe encore? Oui. Ah ouais? Et, enfin, je veux dire, les photos de classe comme ça, et individuelles, et de groupe? Oui. Ah ouais? Et vous les achetez? Ah bah ça m'épate. Ça m'épate. Non, à une époque, quand moi j'étais petit, je comprends que mes parents achetaient la photo de classe, parce qu'à l'époque, c'était pas si souvent qu'on avait une belle photo, parce qu'on recevait un instamatique à sa communion, tu sais, c'est souvent la marraine qui offrait l'instamatique et le parrain offrait les flash cubes. Et souvent les flashs coûtaient plus cher que l'appareil, hein, c'était le parrain qui se faisait avoir. Hein. Tu sais, les flash cubes, tu sais, que tu te brûlais, tu devais te les tourner, ah! Et tu avais des cassettes de 12 photos, pas plus, hein, parce qu'au développement, ça te coûtait à moitié salaire. Hein. 12 photos carrées, toutes floues. On disait, regarde, c'est cousine Françoise, faut le savoir. Hein. Alors là, je comprends que mes parents attendaient impatiemment la photo de classe pour avoir une belle photo de ma sœur, une belle photo de moi. Là, je comprends, j'ai pas dit que j'étais beau dessus, j'ai dit que la photo était belle. Hein. Ah, ouais. Mais maintenant, pourquoi faire? Pourquoi faire? On a tous un appareil photo avec 27 millions de pixels. On fait des photos matin, midi et soir de nos enfants. D'ailleurs, ça les emmerde à un point. Ben, c'est vrai. Écoute, c'est pas compliqué, tu sais. Le matin, hein, lundi matin, imagine, hein, dans la cuisine, il y a le gamin qui est là. Alors, dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, mais maman, je termine mes cornflakes. Tu termines tes cornflakes, t'avais qu'à te lever plus tôt. Ta sœur est déjà dans la voiture, elle a un examen de maths à la première heure. Si elle le rate, ce sera ta faute. Oui, mais maman, je vais quand même terminer mes cornflakes. Dépêche-toi, dépêche-toi. Et à un moment, on dit stop. Quoi? Attends, ne bouge pas. T'as une Smax ici. Et alors, t'es mignon. T'as une Smax collée ici. Attends, je vais faire une photo. Ah, elle ne bouge plus, le gamin. Et on ne fait pas une photo, on en fait 25. Hein. C'est pas 40. Hein. Et, attends, je vais mettre un filtre. Il a des oreilles de lapin avec une Smax. Là, la gamine, elle peut rater son année. Elle s'en fout, la mère. Elle fait... Tu sais, t'offres une petite trottinette à ton neveu, il va l'essayer au jardin, il revient, il a 6 ans et demi, il est tombé, oh, il a les genoux en sang, une fracture ouverte, il y a le tibia qui ressort, l'arcade sourcilière explosée, il a du sang partout. Maman, vite à l'hôpital. Non, attends, on va faire une photo. Ça va te faire un souvenir. Attends, oh, il est déchargé, attends. Attends, ne frotte pas, tu ne seras pas beau. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi acheter la photo? Moi, ça m'épate, ça. Et si c'était des belles photos, encore ça ne peut pas être de belles photos. Ah ben non, parce qu'on les coiffe. Au lieu de les laisser naturels, non. Sur la photo, ils sont coiffés. Et ils ne sont pas coiffés par un coiffeur, ils sont coiffés par un chauffeur de photographe. Il n'a pas fait coiffure, il a fait chauffeur. Et il a un peigne pour une école de 600 gamins. Et il ne connaît qu'une coiffure, chic, schlac. T'as 600 gamins qui sont coiffés comme Fantasio, avec un peigne, schlick, schlack. Et généralement, une semaine après la photo de classe, tu as un avis dans le journal de classe, épidémie de poux, mais tu m'étonnes. Non seulement on les coiffe, mais en plus, erreur, on nous prévient que ça va être la photo de classe. Tu as un avis dans le journal de classe qui dit « Attention les parents, jeudi prochain, 4 octobre, préparez vos enfants, photo de classe. » Et alors on les habille. Alors là, c'est le top. On les habille, plutôt que de les laisser aller à l'école pour la photo avec le sweatshirt qu'ils mettent d'habitude avec 3 taches de sauce et un vieux schtroumpf. Non!
on les habille, on leur met leur petit costume qu'on leur a acheté 2 ans avant pour la communion du cousin. Ah oui, mais tu penses bien qu'à cet âge-là, ça pousse comme des mauvaises herbes. Un costume acheté 2 ans avant, ils ont les manches ici, malheureux. C'est comme ça. C'est joli, hein? Et en plus, si elles étaient symétriques, elles peuvent pas être symétriques, tu sais pourquoi? Parce que c'est super, hein, c'est naturel comme pose. Hein. À chaque fois, c'est la même chose. On les met de profil, assis, les 2 mains sur les genoux, et stank! Sur un fond de sous-bois. Mais dis-moi, qui emmènerait un enfant dans un sous-bois pour le prendre en photo? Je ne veux pas de réponse à cette question. Ah, c'est naturel, hein, ils sont prévenus. Ils sont tous prévenus. Attends, ils sont tous prévenus, si ce n'est que quand tu vois la photo de groupe, ils sont tous prévenus, mais visiblement, sauf l'institutrice. Les enfants sont tirés à 4 épingles et tu dirais... Une disciple de Maüs. Tu te dis, mais elle le savait quand même bien que ça allait être la photo, c'est elle qui a mis le mot dans le journal de classe. Elle a une robe malheureuse. Bon, la première année, quand tu vois la photo de tes enfants avec l'institutrice, comme ça, tu te dis, bon, elle a été distraite, elle a mis le mot, elle a oublié. Non, elle oublie chaque année, je le sais bien, j'ai 6 enfants. Bien sûr. Ben si. Bien sûr que j'ai 6 enfants, autrement je ne serais pas là, faut pas croire. Oui, et comme on n'a pas de jumeaux, donc ils sont tous passés par ces classes-là. J'en ai les grands, j'en ai les petits, des poupées russes, malheureuses. Oui. La dernière, elle a 4 ans et demi, donc elle a commencé, tu vois, photo de classe. Eh bien, c'est les mêmes institutrices pour mes enfants. On les voit passer. Eh bien, la même robe, chaque année. Qu'elle lave quand même de temps en temps, donc elle est de plus en plus distendue et de plus en plus en noir et blanc. Elle a de moins en moins de couleurs. Les enfants, ils sont Kodachrome, mais elle, noir et blanc. Tu dirais qu'on l'a recollée à Photoshop et qu'elle est morte. J'ai 6 enfants. Et dans nos 6 enfants, il y a une petite fille de 11 ans. Eh bien, elle est en première humanité, parce qu'en France, on ne fait que 5 années primaires, et après on fait 7 années d'humanité. Eh bien, en première, à 11 ans, hein, je vous assure que c'est la seule, non pas de sa classe, mais de son niveau, parce qu'il y a plusieurs 6e, ils sont tellement nombreux, il y a bien 150 enfants qui ont 11 ans dans cette classe. Elle est la seule à ne pas avoir de téléphone portable. Et pourtant, on ne peut pas dire que ses parents n'ont pas les moyens. Hein. La seule. Eh bien, attends. Ça nous fait des repas, je ne te raconte pas. Ouais, vous vous rendez compte, je suis stigmatisé, je suis la seule à ne pas avoir de smartphone, je veux un iPhone, les autres se moquent de moi. Et pour ça, mon épouse et moi, on est sur la même longueur d'onde, pour ça comme pour beaucoup de choses. On lui dit, non, tu n'as pas à avoir un iPhone à 11 ans pour aller à l'école, un iPhone qui a été fabriqué et assemblé par une petite fille en Chine qui a 6 ans et qui, à cause de ça, ne va pas à l'école. Voilà, donc c'est pour... Ah oui, ça calme, hein, ça calme tout de suite. J'en parlais avec Di Rupo il n'y a pas longtemps. Et Léo me disait, écoute, tu as raison. Parce que non seulement c'est scandaleux que les Chinois fassent travailler les enfants, mais en plus, c'est un dumping social. Je dis, comment ça? Oui, c'est de la main-d'œuvre qu'ils nous volent à nous, en Wallonie même. Il me dit, ici, moi j'ai un pôle high-tech ici à Mons, on pourrait très bien assembler ces iPhones ici au Borinage. J'ai dit, écoute, Elio, t'es gentil, mais je te mets au défi de trouver un gamin de 6 ans au Borinage capable de t'assembler un iPhone. Je lui ai dit. Je viens plus très souvent dans la région, et donc j'en ai profité pour aller rendre visite à une cousine que j'avais plus vue depuis très longtemps. Et elle avait eu un petit garçon qui vient d'avoir 5 ans. Donc c'est pour te dire que ça faisait longtemps que j'avais été les voir. Donc j'avais promis une fois d'aller voir le gamin. Et j'en ai profité hier. Je suis allé voir le gamin pour la première fois de ma vie, pour ne pas arriver les mains vides, ici au Borinage. Hein. J'ai été chez Bruce, j'ai été acheter une boîte de Lego pour le gamin, et, ouais, pour ses 5 ans. Et sur la boîte de Lego, il était marqué 6 ans. Donc je vais voir le vendeur, je lui dis, bon, il a 5 ans, 6 ans, ça va aller. Et il me dit, attendez, ici, dans le Borinage, 6 ans, c'est pas l'âge auquel c'est destiné. 6 ans, c'est le temps qu'il va mettre pour le monter. Oh, ça va, hein. Oh, vous êtes susceptible, hein. Aïe. Non, vous savez pourquoi les enfants veulent absolument avoir leur
smartphone, c'est pas du tout pour téléphoner, ils se téléphonent jamais, c'est pas du tout pour envoyer des SMS, au moins avec le correcteur orthographique, ça leur apprendrait à écrire correctement. Non, c'est pour regarder YouTube. C'est YouTube, ah voilà, tu regardes YouTube. Ouais. Et Instagram, ouais. Et Facebook, ouais, Facebook c'est pour les mamies maintenant. Non, non, c'est YouTube, mais c'est vrai. C'est YouTube. Oui, les enfants ne regardent plus la télévision. Il n'y a qu'à regarder l'âge moyen de mon public aujourd'hui. Ceci étant, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Parce que si les enfants ne regardent plus la télé, c'est parce qu'on leur propose des trucs. Mais c'est pas regardable. Enfin, vous regardez. Moi pas. Hein. Mais non, non. Mais non, je ne peux pas regarder puisque je n'ai pas la télévision chez moi. Donc, voilà. Ah oui, parce que quand je dis vous regardez, ce n'est pas méprisant ni un jugement de valeur en disant vous regardez ça et moi je... Non, non, c'est parce que je n'ai pas la télévision. Parce que quand je suis arrivé en France il y a 25 ans, il fallait faire les démarches pour avoir l'antenne parce que chez eux, ils n'avaient pas le câble. Quand je suis arrivé, il fallait mettre une antenne, il fallait demander un antenniste, il fallait payer la redevance, etc. Oh, j'ai laissé passer et puis finalement je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien vivre sans télévision. Du coup, ça fait 25 ans que je vis sans télévision. Donc mes enfants ont été élevés sans télévision et on vit très bien sans ça. Enfin, nous, on vit très bien sans ça. Vous continuez à regarder, autrement, moi je ne vis plus. Hein. Mais... Oui, oui. Non, mais je vous dis, c'est pas du tout hautain de ma part de vous dire, vous regardez ça, mais quand même, est-ce que vous avez vu ce que vous regardez? Oui, évidemment. Je comprends que vous regardiez ce genre d'émission, voilà. Je me suis un peu emballé. C'est normal, on rentre chez soi, on est crevé, on a eu des problèmes au boulot, on prend une demi-douche en vitesse, on mange sur un coin de table, et puis on s'affale dans le fauteuil, on regarde ce genre de truc. Et généralement, on ne les regarde même pas, parce que dès que le générique commence, on s'endort tout de suite. Ça a un effet somnifère. T'as déjà remarqué, ces émissions-là, à la con? Ça a un effet somnifère, hein? Dès que le générique commence... C'est ce qu'on appelle un médicament générique. Non, que vous regardiez, je peux comprendre. Mais ce qui m'échappe totalement, c'est que des gens les conçoivent, ces émissions-là. Qu'il y en ait certains qui y pensent. Moi, je suis incapable. Je vous assure, hein. Incapable. Si vous êtes d'accord de m'accorder un court instant le bénéfice du doute, en envisageant que je ne suis pas nécessairement la moitié d'un imbécile. D'accord? Je ne peux pas trop demander? Un court instant. Depuis le temps qu'on se connaît, vous savez que toutes les histoires que je vous raconte depuis bientôt 37 ans, c'est quand même moi qui les écris. Toutes les émissions de télévision que vous avez vues, c'est moi qui les invente. Donc voilà, je ne suis pas le dernier des ignares. Eh bien, je vous jure que je suis incapable intellectuellement de concevoir ce genre de programme. Pas possible. Je suis incapable, il faut reconnaître ses limites, je ne peux pas. C'est pour ça que parfois, je rêve d'avoir le don de pouvoir remonter dans le temps. Je sais que je ne suis pas le seul, hein. Tout le monde, à un moment ou à un autre, a envie d'avoir ce pouvoir, de pouvoir remonter dans le temps. Gad Elmaleh aussi, il aimerait beaucoup pouvoir remonter dans le temps. Si Gad Elmaleh pouvait remonter dans le temps, Charlie Chaplin aurait des soucis à se faire. Non, mais moi, je ne voudrais pas remonter aussi loin, ne fût-ce que 10 ans. En 2009, imaginez, je peux remonter en 2009, mais en 2009, je saurais, moi, quelles seraient les émissions qui, 10 ans plus tard, feraient un carton à la télévision. D'accord? Je serais riche, hein. Je serais riche parce que, moi, en 2009, je les connaissais déjà tous, moi, les directeurs de chaînes de télévision, de toutes les chaînes, de toutes les télévisions. Imaginez, en 2009, je m'amène. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, vous allez bien? Oui, voilà, on se connaît, vous me faites confiance. Oui, bien sûr. Voilà, monsieur le directeur. Je viens d'avoir une idée de concept d'émission de télévision. Vous allez voir, ça va cartonner. Ah, alors vous m'intéressez. Ça va marcher, mais pendant des années comme jamais. On va même pouvoir revendre le concept dans toutes les chaînes de télévision de tous les pays du monde. Ah, ben, vous m'intéressez, alors dites-moi. Vous allez voir, c'est très simple. Fallait songer, hein, mais c'est très simple. Voilà. Vous prenez 5 fermiers. Tu ris, mais il fallait quand même y songer à ça. Il y a quand même un couillon qui s'est levé un matin en disant « Tiens, on va prendre 5 fermiers en mal d'amour, 5 bonnes femmes en mal d'argent, on va les mélanger, dans 6 semaines, ils s'enculent. » Non, si. Il faut le faire, hein, ça.
c'est vrai, hein. Alors le directeur de la télévision, il me dirait, mais attendez, mais ça ne marchera jamais. Pourquoi? Mais parce qu'on ne peut pas mettre des prostituées à l'antenne. Mais ce ne sont pas des prostituées, ce sont des femmes. Il y a peut-être des enseignantes là-dedans, on n'en sait rien. Et pourquoi des fermiers? Moi, ça me dépasse. Pourquoi des fermiers? Il y a plein de professions où les gens sont en mal d'amour et ont beaucoup de mal à rencontrer l'âme sœur. Monsieur le directeur de la télévision, vous prenez 5 curés. Oui. Et devant, vous mettez 5 petits scouts. Non, on va pas le faire, ça, on va pas le faire. Et on va appeler ça l'amour est dans le prêtre. Oh, oui. Monsieur le directeur de la télévision, je viens d'avoir une idée de génie. Mais calmez-vous, si je vous assure, c'est une idée de génie. Voilà, l'émission de la télévision, la meilleure marché au monde, c'est-à-dire, ben, ça va rien nous coûter. Ah, ça m'intéresse. Et ça va rapporter énormément, compte tenu de ce que ça va coûter. De toute façon, ça va rapporter beaucoup. Ah, je vous écoute, voilà. On va filmer... Oui, il me dit ça, je me doute bien. Quoi. Oui, mais attendez, on va filmer des gens... Oui, mais jusque-là, c'est une émission de télévision. Mais attendez! On va filmer des gens qui regardent la télévision. Non, si! Mais c'est idiot, ça sert à quoi? À rien. Ben c'est quoi le principe? Ben voilà, le principe, c'est qu'on filme des gens qui regardent la télévision et ils regardent quoi? Ben j'en sais rien, ils regardent peut-être des gens qui regardent la télévision, qui regardent des gens qui regardent la télévision. Si tu la regardes, ça, ben si ça se trouve, t'es filmé en train de regarder des gens qui regardent la télévision, tu ne le sais pas. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quand j'étais petit. J'aimais bien aller avec ma maman faire les courses quand elle allait chez C&A. Tu vois, ou au C&A. Il y a 2 écoles. Tu sais, on dit à Ikea ou chez Ikea. Et moi, je disais chez C&A, ma maman disait au C&A. Peu importe, c'était chez C&A. Et donc, j'allais chez C&A avec ma maman, mais j'étais petit. Alors, ce que j'aimais bien, c'est d'aller avec elle dans la cabine d'essayage parce qu'il y avait un grand miroir. Et de chaque côté de ce grand miroir, il y avait 2 petits miroirs sur des charnières qu'on pouvait replier comme ça. Et pendant que ma maman essayait sa robe, moi, je mettais les 2 miroirs parallèles, comme ça, je mettais ma tête et ça faisait bang, 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 bang. La télévision, c'est ça aujourd'hui. Tu sais, on filme des gens qui regardent la télévision, qui filment bang, 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 à l'infini. Et vous regardez. Ben si, autrement vous ne ririez pas, vous ne connaîtriez pas l'émission. Monsieur le directeur de la télévision, je viens d'avoir une idée extraordinaire. Je vous écoute, voilà. On va prendre une femme moche. C'est-à-dire, voilà, une moche, ce qu'on appelle communément une laide. Et alors, voilà, c'est très simple. On va prendre une femme moche. On va l'enlever pendant 3-4 mois, on va appeler ça relooking extrême. C'est-à-dire, on va l'enlever, ben oui, c'est-à-dire, voilà, il y a une fille insupportable avec un accent portugais, oui, qui va tout trouver magnifique. Qui va emmener la fille pendant 3-4 mois, mais une moche, hein, et quand elle va la rendre, elle va être Miss Monde. Non, mais si, mais ça ne va jamais marcher, mais si. Il me dit si, peut-être que ça va marcher, que les gens vont regarder, mais vous ne trouverez jamais de candidate, pourquoi? Il me dit, mais monsieur, personne de normalement constitué ne se trouve jamais moche. Pourquoi? Mais parce que, à la longue, on s'habitue. Et encore, une fille se trouverait-elle moche qu'elle n'aurait pas en plus le réflexe d'aller le proclamer à la télévision en disant « Regardez comme je suis immense !» Je dis même, elle n'a pas à s'inscrire elle-même dans cette émission. Comment? Non, elle se fait dénoncer par ses propres enfants. Ah ben oui, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, dans le truc relooking extrême. C'est pas la fille qui a envie d'y aller, elle ne sait même pas qu'elle va y aller. Non, c'est son gamin qui écrit à Christina Cordula, et oh, chère Christina, s'il vous plaît, pour votre émission de relooking, choisissez ma maman, parce qu'elle est vraiment moche, hein. Elle mérite plus que quiconque d'être sélectionnée. Je vous en prie, signez Jordan. Et comme le gamin, il a 8 ans, il faut quand même que son papa signe en dessous. Alors son papa rajoute, oh oui, Jordan a raison, et si je pouvais rajouter, s'il vous plaît, venez vite, Geoffrey. Et la fille, elle ne le sait pas, hein, que le gamin envoyait la lettre. Non, la fille, elle est à Saint-Guilain. Il est 2h30 de l'après-midi, un jeudi, elle vient de faire à manger pour tout le monde, elle ne se doute de rien, elle fait la vaisselle, et à un moment, on sonne. Elle dit, tiens, qui ça peut être? Donc elle s'essuie les mains et elle va ouvrir. Ah oui, j'ai pas dit qu'elle ne méritait pas de passer dans l'émission, hein. Et elle n'a que 28 ans, hein. Et elle ouvre. Oh, Jocelyne, magnifique! Jocelyne! Jocelyne, hein? Je peux te dire que Jocelyne, elle fait un bond en arrière. Hein? Quoi, Jocelyne? Ouais, Jocelyne, magnifique! Elle n'a pas le choix, on l'emmène, hein? Pendant 6 mois, on ne sait pas ce qu'elle devient. C'est un enlèvement extraterrestre, on ne sait pas. 6 mois que ça dure.
Mais à mon avis, on travaille dessus. Hein. On doit la mettre sur le pont, elle ne descend jamais pendant 6 mois. Hein. Ah oui, 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 on lui refait tout, les plaquettes de frein, les disques, les rotules, tout. Les silent blocs pare-choc avant, pare-choc, on lui refait les chromes, peinture complète, graissage, vidange, filtre à air, filtre à huile, 6 mois que ça dure. Et elle ne rentre pas chez elle pendant 6 mois. Je peux te dire que pendant ce temps-là, le mari... D'ailleurs, depuis, on l'appelle par son prénom sur la chaussée de Bruxelles. Hein. Et au bout de 6 mois, on rassemble tout le monde dans un petit studio. Donc il y a Geoffrey, le gamin, Jordan, il y a les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines, les collègues du bureau, tout le monde est là. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu Jocelyne. Il y a un petit rideau rouge, il y a 4 spots, il y a un roulement de tambour. On retourne les spots, le rideau s'ouvre et... Et il y a Geoffrey qui fait... Non, mais elle est où? Mais elle est là. Bah non. Mais si. Bah non. C'est Jocelyne, ça. Bah oui. Oh. Bon. Il ne l'a jamais vue comme ça, même avant le mariage. Je veux dire que quand il la voit, il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir à Saint-Guilain. Hein. Je veux dire que le petit cocktail de production après l'émission, il lui paraît très long. Hein. En rentrant, il se dit pourvu qu'il n'y ait personne dans les travaux. Il est motivé, le gamin. Hein. À Jemappes, il a déjà enlevé ses chaussettes dans la voiture. Hein. Il arrive à Saint-Guilain, il la retourne dans tous les sens, toute la nuit, il l'emmène... Toute la nuit, ça dure. Et le lendemain matin, Jocelyne ressort de la salle de bain. Ah oui, ça ne tient jamais longtemps, hein, ce machin-là. Et vous vous étonnez que je n'ai pas la télévision et que ça ne me manque pas? Attendez. Et il y en a qui me disent, mais si vous n'avez pas la télévision, vous ne vous regardez jamais. Je dis, bah non, attends. Quand bien même voudrais-je me regarder que les chaînes de télévision belges ne sont pas retransmises en France. Ah ben non. Ce qui est assez déloyal parce que depuis toujours, toutes les chaînes de télévision françaises sont retransmises en Belgique. Ce qui fait que la moindre demi-vedette française est une star en Belgique et l'inverse... Moi, je m'en fous. Et finalement, ça m'arrange bien que les chaînes de télévision belges ne soient pas retransmises en France parce que j'aurais bien trop honte du niveau du débat politique de chez nous, là-bas. Ben oui, ils ne comprennent rien. Ah, je vous promets que les Français ne comprennent rien à ce qui se passe ici. Rien du tout. Ah ben, oui, je sais bien que nous non plus, mais eux... Non, je vous assure. Depuis le temps que j'habite là-bas, vous pensez bien que j'ai quelques copains et j'ai un voisin qui de temps en temps vient à la maison et il est inquiet pour nous. Un jour il vient, il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Oui, mais ça va. Bah oui, ça va. Non, mais vous avez un gouvernement alors? Ah, je n'avais pas compris que c'était de ça que tu parlais. Ah bah non. Ah bon? Il dit, mais ça fait combien de temps que vous avez voté? Ben, comme vous, le même jour que les européennes, au mois de mai. Ah bon? Et vous avez toujours pas de gouvernement? Bah non. Et ça va? Bah ouais. Eux, ça les dépasse, hein. Alors un jour, il débarque chez moi, il me dit « Eh, ça y est, félicitations !» Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il avait appris que ma femme était enceinte avant moi, tu vois. Non, mais ça, allez, si, c'est bien. Je dis quoi, félicitations? Ça y est, vous avez un gouvernement? Ah bon? Je serais quand même au courant. Écoute, depuis que j'habite en France, je suis matin, midi et soir dans les journaux, sur Internet, je veux savoir ce qui se passe ici. Je le saurais quand même si on avait un gouvernement. On me dit, mais si, vous avez un gouvernement. Je dis, ah oui, un gouvernement wallon. Eh bien oui. Il me dit, ben les Wallons, c'est des Belges. Oui, ah oui, mais attends. Oh là, Jolly Jumper, on se calme. Les Wallons, c'est pas tous les Belges. Comment ça? Non, on va dire, grosso modo, c'est la moitié des Belges. Ah, et alors, ben, il faut un gouvernement pour l'autre moitié. Il rentre chez lui, il revient une semaine après. Ça y est, hein, bravo, hein, vous avez un gouvernement flamand, j'ai vu. Ah bah oui, mais ben, ça y est, vous êtes au complet. Ah bah non, comment ça non? Il dit non, ben, il faut aussi un gouvernement bruxellois. Il dit, mais Bruxelles, c'est pas une ville. Je dis, si, ben, vous n'avez pas un maire. Je dis, enfin, si, oui, un bourgmestre. Ben alors, ah oui, mais il faut un bourgmestre avec un conseil communal et un gouvernement. Pourquoi? Ben je sais pas. C'est vrai, quand il m'a posé la question, je me suis rendu compte que je ne savais pas. Je dis, attends, et c'est pas fini, parce que quand on aura le gouvernement bruxellois, il faut aussi le gouvernement de la communauté française de Belgique. Il me dit, il y a tant de Français que ça qui vivent en Belgique.
Je dis non, je t'expliquerai un jour. Et quand on aura tout ça, il faudra en plus un gouvernement fédéral. Il me dit, mais vous avez combien de gouvernements? Je dis 5. Il me dit, mais c'est si grand que ça, la Belgique? Je dis, mais écoute, c'est pas compliqué, tourner Liège 4 jours, donc... Il me dit, je ne comprends rien. Je dis, écoute, assieds-toi, je vais t'expliquer. Le problème, c'est qu'il était déjà presque 8 heures du soir, et je pense qu'on l'attendait. Et donc, il s'assoit. Je dis, voilà, un gouvernement fédéral, je vais t'expliquer. Il a des compétences. Déjà, compétences et gouvernement fédéral dans la même phrase. Et j'ai essayé. Et vers minuit et demi, il m'a dit, ah oui, j'ai compris. À mon avis, de toute façon, quelqu'un a dit un jour, et ce n'est pas moi. Pour une fois, je le dis. Tout ce que je vous ai toujours raconté, c'est toujours moi qui l'ai écrit. Là, c'est pas moi. Donc, je le dis. Parce que je ne sais pas qui l'a dit. En tout cas, c'est pas Gad Elmaleh non plus, il y a peu de chance. Mais quelqu'un a dit un jour, si tu expliques la politique belge à un Français et qu'il comprend, c'est que tu expliques mal. Je suis content de vous revoir parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais être papa. Mais si je vous le dis, vous avez du mal à y croire, moi aussi. Moi aussi, quand on me l'a appris, oh, je ne l'ai pas cru tout de suite. Je vous assure, je vais être papa. Je viens de l'apprendre, c'est tout récent parce que c'est pour le 12 juin. Donc oui, je ne l'invente pas. Vous pouvez regarder en rentrant chez vous le 12 juin, c'est un vendredi. Bon, je sais que ce n'est jamais une science exacte, mais il paraît que c'est de plus en plus précis. Donc j'espère que ce sera le 12 juin. Oui, parce que le 14, c'est la fête des pères. Donc j'espère, parce que si ça arrive le 12 juin, l'année prochaine, on fêtera peut-être ma fête des pères pour la première fois de ma vie. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer, hein? Hein? Qui a dit quel sexe? Ah ben avec le mien, hein, je suppose. Hein. L'autre, quel sexe? Ah, de l'enfant, une fille. Oui, c'est une fille, oui, on le sait déjà. Oui. D'ailleurs, je peux vous montrer, j'ai une photo. Oui. Nous, pas une échographie, nous. Je sais bien que l'iPhone a fait des progrès, mais de là à faire des échographies. Et de toute façon, une échographie, à son époque, ça n'existait pas, parce qu'elle va quand même sur ses 64 ans. Non, ma fille, elle aura 64 ans au mois de février. Ah ben oui, hein. Non, mais le 12 juin, c'est les résultats de l'analyse ADN. Ah, pourquoi? Vous aviez compris que j'allais être jeune papa. Enfin, jeune papa, c'est beaucoup dire, mais... Oh, mais non! Oh, je ne saurais plus ça. Mademoiselle, je ne saurais plus. Il me faudrait déjà une fameuse cargaison de Viagra. Hein. C'est plus un bébé que j'aurais, c'est un schtroumpf. Non, le 12 juin, c'est les résultats de l'analyse ADN. C'est cette fille-là qui m'a retrouvé. Ah oui, Delphine. Et... oui, elle s'appelle Delphine. Un hasard. Mais j'aime bien Delphine. Je n'aurais peut-être pas choisi ce prénom-là, mais j'aime bien. Je trouve ça assez noble. Assez aristocrate. Oui. C'est elle qui m'a retrouvé. Nous, c'est l'infirmière qui vient me voir il y a 3 semaines et elle me dit Amédée, il y a quelqu'un dans le hall pour vous, c'est une dame.
Ah bon? Je dis, je ne connais plus personne. Ah, elle me dit, je pense qu'elle est plus jeune que vous. Je pense bien, hein, une fameuse différence d'âge. Hein. Je dis, bonjour madame, je ne pense pas vous connaître. Elle me dit, ben, oui et non. Elle me dit, vous êtes Amédée? Oui. Elle me dit, je vous invite à vous asseoir parce que j'ai quelque chose à vous dire, c'est quand même assez important. Bon, elle m'a fait peur au début, je m'assieds, elle me dit, voilà, je pense que vous êtes mon papa. Je dis, mais c'est pas possible. Si. Oh, j'ai fait des recherches, il y a peu de doutes. Oh, ah bon? Elle me dit, il y a peu de doutes, mais il y en a quand même. Donc, désolé de vous demander ça comme ça. Est-ce que vous accepteriez de vous soumettre à une analyse ADN? Je dis, mais évidemment, bien sûr, ça. Et 2 jours après, il y a 2 infirmiers qui arrivaient ici en disant, on va vous faire un petit prélèvement. Tu aurais vu la taille du petit pot. Un petit prélèvement, c'est optimiste. Hein. Je lui ai dit, je n'arriverai jamais à remplir tout ça. J'espère que vous avez pris une chambre, hein, parce que j'en ai pour plusieurs jours. Hein. Je dis, hein, monsieur, je dis, déjà pour une analyse d'urine, il me faut une demi-heure pour faire 3 gouttes. Il me dit, mais on n'a pas besoin de votre urine, c'est une analyse ADN, pas un test de grossesse. Il me dit, non, non, on va faire un prélèvement. Là-dessus, il me sort un coton-tige assis. Je dis, oh là là. Je dis, écoutez, je ne suis pas douillet, mais si je peux quand même avoir une petite anesthésie locale. Il me dit, mais non, ne vous inquiétez pas. Il me dit, on va prendre un peu de salive. Je dis, c'est ça. Hey, je ne suis plus tout jeune, mais il ne faut pas me prendre pour un naïf, hein. Un peu de salive. Ça fait des années que je sais bien que c'est pas en s'embrassant qu'on fait les bébés, hein. Parce que si c'était en s'embrassant qu'on faisait les bébés, je serais déjà papa d'une ribambelle de gamins, hein, puisque je donnais des stages de secourisme. Il me dit, ouvrez la bouche, on va prendre un peu de salive. Je dis, oh, si c'est pour un peu de salive, pas besoin d'ouvrir la bouche. Tiens, serre-toi. Il a fait tchic, comme ça. Oh, ça me fait pas mal. Je n'ai rien senti du tout, mais ça me fait pas mal quand je pense à Albert qui nous fait des simagrées depuis des années. Quelle chochotte. Et maintenant, il faut attendre le résultat le 12 juin. C'est une longue histoire, c'est une longue histoire. Vous voulez que je vous la raconte? Oui. Parce qu'il est déjà tard. En fait, quand j'y repense, tout ça, c'est arrivé à cause de mon papa. C'est pour vous dire que ça remonte. Ouais, parce que moi, déjà, je suis né sous Albert. Donc, ah oui, je suis né sous Albert, le vrai, hein, pas l'imitation, hein. Ouais. Et je vous donne un indice pour connaître mon âge. Quand je suis né, le roi Albert est tombé mort, quelques mois après. Ouais. Vous saviez qu'il était tombé mort? Ouais. Il a glissé, il est tombé mort. Ouais. Mais il paraît qu'il grimpait sur tout, hein. Ouais. C'est peut-être le seul point commun qu'il a avec celui-ci, d'ailleurs. La différence entre Albert Ier et Albert II, c'est que Albert Ier, c'est en glissant qu'il s'est donné la mort, et Albert II, c'est en glissant qu'il a donné la vie. C'est un enfant naturel. C'est pas compliqué, hein? Les 3 autres ont l'air tellement artificiels. On a dit que c'était sa fille cachée. Mais à sa place, j'aurais plutôt caché le gamin. Hein? Non, pas le grand, le gros, enfin le petit. Le cadet de nos soucis d'ailleurs. Ah oui, je suis né sous Albert. Et mon papa aussi, il était né sous Albert, parce qu'Albert, il avait régné longtemps. Hein. Ah oui, mon papa, il est né en 13, parce que ses parents l'avaient fait en 12. Oui, et il l'avait fait en 12. En 12, hein, oui, parce que mes grands-parents avaient été obligés de se marier, hein. Ah oui, quand mon papa est né, on a dit « Oh, c'est un prématuré, ça va, hein. » Un prématuré de 4 mois, mais un beau bébé, hein. 47 cm, 3 kg et demi, c'est un beau bébé, hein, pour un prématuré. À ce moment-là, il y avait des prématurés, surtout chez les jeunes mariés. Oh, il y avait des prématurés de 2 mois et demi viables, des bébés assez. Mais il fallait bien s'occuper, hein, mademoiselle. Il n'avait pas Netflix à ce moment-là. Ah, oui, ça. Et moi aussi, quand je suis né, j'étais prématuré. Mais moi, j'étais un vrai prématuré. Oui. D'ailleurs, quand je suis né, on m'a mis dans le four. C'est vrai. C'est comme ça qu'on faisait à ce moment-là. Bien sûr, ça, on m'a mis dans une boîte à chaussures, avec de la ouate dans le four. Heureusement que mon papa a chaussé du 47, parce que je suis resté 11 mois dans la boîte à chaussures.
On m'a mis dans la porte du four de la cuisinière à charbon. On ne fait plus ça maintenant, on ne met plus les enfants dans le four. Hein. Non, hein, c'est fini ça. Ah bah non, en plus avec la micro-ondes, ce serait... Tu as déjà vu le petit Nolan? Non. Ah, viens le voir. Ah, je peux le prendre en photo. Oui, mais il est dans le four encore. Ah. Oui, mais il bouge, mais il va s'arrêter à un moment. Tu vas voir. Ping, oh, à Gremlins. Oh, mais ne riez pas, on m'a mis dans le four, mais... Vous ne savez pas la chance que vous avez, vous les jeunes. On n'était pas riches à ma maison, hein. On n'appelait pas le docteur à ce moment-là. Hein? Je suis un enfant de mineur, hein, moi, madame. Je suis doublement enfant de mineur parce que mon papa travaillait au charbonnage et ma maman n'avait que 19 ans quand elle m'a eu. Et à l'époque, on était majeur à 21. Donc j'étais doublement enfant de mineur. J'étais enfant de mineur et de mineur. Et à 11 ans, j'étais mineur moi-même. Ah bah oui, parce qu'on n'allait pas à l'école longtemps, hein. On allait à l'école le temps d'apprendre à lire, à écrire, un tout petit peu à compter. De toute façon, c'est pas avec ce qu'on avait comme salaire qu'il fallait pouvoir compter jusqu'à 2000 et des cents. Ah ouais. À 11 ans, je descendais. Moi, à mon époque, quand on disait qu'un enfant était mineur, c'était pas un pléonasme, hein, c'était une réalité. On n'avait pas le choix. Il ne fallait pas attendre d'être majeur pour devenir mineur. On était souvent mineur bien avant sa majorité. Quand on devenait majeur, on avait le choix de ne plus être mineur. Mais souvent, quand on était mineur avant sa majorité, dès qu'on devenait majeur et qu'on avait le choix de ne plus être mineur, on choisissait quand même de rester mineur. Ceux qui atteignaient la majorité et qui choisissaient de ne plus être mineur, c'était une minorité. Je suis descendu pour la première fois à 11 ans avec mon papa. J'ai travaillé des années côte à côte avec mon papa. Ah ouais. Et quand je dis côte à côte, c'est pas une expression. Hein. C'était côte à côte. Hein. Faut dire que c'est pas avec ce qu'on mangeait qu'on faisait du lard. Hein. Tu nous aurais vu torse nu. Oh, 2 xylophones. Et c'est arrivé à samedi. Oui. Oui, c'était un samedi parce que j'étais d'après-midi. Mais à ce moment-là, j'avais déjà 18-19 ans. J'étais d'après-midi parce que moi, je travaillais à mi-temps hein, au charbonnage. Je faisais midi-minuit, moi. À mi-temps. Et ce samedi-là, vers minuit moins le quart, je remontais à la cage avec mon papa. Nous, on reprenait la première cage parce que nous, on était de ceux qui descendaient tout en bas. Et en remontant à la cage, c'était à ce moment-là qu'on avait le temps de se parler parce que avant minuit et moins le quart, avec le bruit qu'il y avait, on ne pouvait pas. Et dans la cage, il y a mon papa qui me dit « Oh, c'est dommage que tu étais de samedi. » Qui me dit « Parce qu'aujourd'hui, il y avait le bal. » Je dis « Quel bal ?»« Ben, le bal de la coopérative, comme chaque année. » Je dis « Mais tu me le dis maintenant. » Je dis « Bah, de toute façon, tu étais de samedi. » Je dis « Ben, j'aurais pu me faire remplacer, ça m'étonnerait. » Je dis « Bah, si. » Je dis « Oh, c'est dommage, tu aurais pu aller rencontrer des jeunes de ton âge. » Je dis bah, je vais y aller. Ça se termine à quelle heure? Ben, 1 heure du matin. Ben, le temps d'arriver, il me restera 1 heure. Je dis « N'en est pas question. Pourquoi? Dans l'état que tu es, tu vas faire honte à ta famille. Tu rentres d'abord te laver, te changer. » Je dis bah, si je rentre me laver, me changer, quand j'arriverai, ce sera fermé, ce sera fini. Il me dit, de toute façon, tu ne pourras pas rentrer, c'est un bal costumé. Je dis, ah, mais c'est là ma chance. Je dirais que je suis déguisé en mineur, il me dit sûrement. En plein charbonnage, ils vont te croire. Je dis, je vais tenter ma chance. Donc j'y suis allé, j'ai été à la maison du peuple. Ils m'ont dit, halte là, il y avait un portier pour une fois. C'est une soirée costumée, mais je suis déguisé en mineur. Ah oui, c'est vrai, entrez. À mon avis, il avait déjà... Il m'a dit, oh, c'est réussi. Même la transpiration et la saleté, vous y avez songé. C'est bien, bien. Entrez. Je suis rentré avec ma lampe. Heureusement, il faisait noir là-dedans. Et heureusement que j'avais ma lampe, autrement je ne l'aurais pas vue. Tellement qu'il faisait noir. Je l'ai vue dans l'entrée. Je crois qu'elle était déjà prête à partir. Je suis arrivé à temps. Le coup de foudre existe, mesdames, messieurs. Je peux en témoigner. Faut dire qu'il aurait fallu être difficile. Hein. Elle était tellement jolie. Je la vois encore. Elle avait une petite robe rouge. Elle avait des petits collants rouges, des petites soquettes rouges, des petits souliers rouges. Avec un petit chemisier rouge, une petite veste rouge.
avec un petit chapeau rouge et un petit panier. Et moi, ça n'a l'air de rien comme ça, mais j'ai toujours été fort timide. Donc je me suis fait violence, j'ai dit « Bonjour, mademoiselle. Vous êtes très jolie dans votre déguisement, je suppose que vous êtes le petit chaperon rouge. » « Oui, m'a dit-elle. » Elle me dit « Et vous, avec votre teint basané, votre beau costume bleu, votre lampe à huile, je vous ai reconnu. Vous êtes Aladdin. » Elle m'avait pris pour Aladdin. Je me dis, toi, oh, tu n'es pas très déluré, toi, le petit chaperon rouge. Ce soir, c'est pas la grand-mère qui passe à la casserole. Hein? Je vais aller te mettre une demi-livre de beurre dans ton petit panier que tu n'auras rien vu. Hein? Viens tirer ma bobinette et ma chevillette, Serra. Elle m'avait pris pour Aladdin. Je dis, toi, tu vas mastiquer la lampe, c'est pas le génie qui va sortir. Ou si c'est le génie, ce sera plus proche de la lessive liquide que du jeu Atlas. Hein? Et mon papa m'avait dit, écoute, si t'en vois une qui te plaît, ne t'emballe pas, tu risquerais de la brusquer. Si elle est accompagnée d'une amie, fais plutôt mine de t'intéresser à sa copine, tu verras, ça la rendra jalouse, l'affaire sera dans la poche. Je me souviens à ce moment-là du conseil de mon papa, et je dis à son ami, quant à vous, mademoiselle, vous êtes bien assortie à votre ami, parce que je suppose que vous accompagnez le petit chaperon rouge, avec votre grosse moustache, vos grandes dents, et votre lettre robe. Je suppose que c'est le loup qui a déjà dévoré la grand-mère. Vous avez un beau déguisement. Et il y a le petit chaperon rouge qui me dit, bon, d'abord, c'est pas un déguisement, c'est vraiment sa robe. De deux, c'est pas ma copine, c'est ma mère. Oui. Un poison, cette femme-là. Un poison. Elle était vexée, elle dit, viens, on s'en va. Ma chance a été que, juste à ce moment-là, l'orchestre a repris une petite valse. Enfin, l'orchestre, faut le dire vite. Un accordéon avec un tambour de Gilles. Donc, je l'ai emmenée délicatement, la prenant par la taille. Et je ne suis pas pour me vanter, mais je n'étais pas mauvais danseur. J'avais 2 minutes 30 pour me déclarer, parce qu'à ce moment-là, les morceaux, ça durait 2 minutes et demie à peine. Et quand elle est revenue près de sa maman, à poison, cette femme-là, tu l'as embrassée. Moi, maman, je te jure que tu l'as embrassé. Tu te rends compte, un inconnu, tu le connais à peine, tu l'embrasses déjà. Mais je te jure, maman, je ne l'ai pas embrassé. Tu parles, elle était toute noire. C'est comme ça, viens, on y va. J'ai vu le petit manège, j'ai vu qu'elle l'emmenait vers la sortie. Alors j'ai couru pour la croiser une dernière fois, et elle l'a vu aussi. Donc elle a eu juste le temps de me griffonner quelque chose sur un petit papier qu'elle m'a glissé dans la main en sortant en me disant « Rejoins-moi dans 1 heure ». Et quand elle est sortie, j'ai regardé ce qu'il y avait d'écrit, c'était son adresse. Je connaissais cette rue-là, mais je n'avais jamais osé aller dans ce quartier-là, c'était les beaux quartiers. Nous, les ouvriers mineurs, si on avait été se balader là-dedans, on aurait eu des problèmes avec la police. Tu parles que c'était les beaux quartiers. Ça devait être quelqu'un de bien, parce que quand je suis arrivé chez elle, il y avait un garage. Et s'il y avait un garage, c'est qu'il y avait une voiture. Et si ces gens-là, à cette époque-là, avaient les moyens de s'acheter une voiture, c'est que... Dans ma famille, on a eu une première voiture bien des années après, et encore pas une nouvelle. Et sa fenêtre était sur le pignon et donnait sur le toit du garage de la voiture de son papa, je suppose. Et elle m'attendait, elle me dit, viens, viens, rejoins-moi. Viens, il faut aller jusque-là. Hein. Attends, pour descendre, j'avais l'habitude, mais pour grimper... Elle me dit, mais c'est pas grave, regarde, il y a un poteau de téléphone. Tu grimpes au poteau de téléphone, après, tu passes sur le toit en ton ondulé et tu viens jusqu'à ma chambre. Je dis, attends, à mon avis, elle l'avait déjà fait plusieurs fois. Donc j'ai fait attention de ne pas tomber. J'ai grimpé au poteau de téléphone et puis j'ai été sur les tôles ondulées, mais c'était pas des tôles ondulées comme maintenant, c'était des tôles ondulées en ciment à ce moment-là. Ça cassait comme du verre, hein. D'accord, je n'étais pas épais, je pesais 42 kilos tout mouillé, mais tout de même, je serais passé au travers, je me serais retrouvé sur le toit de la voiture de son papa. Apparemment, je n'allais pas assez vite pour elle parce qu'elle est descendue de sa chambre et elle m'a rejoint sur le toit du garage, sur les tôles ondulées, et c'est là qu'on s'est embrassés, je vais dire, pour la toute première fois. Il y en a qui se rencontrent sur Internet, nous autres, on s'est rencontrés sur Internet. Ouais. Elle m'a emmené dans sa chambre et là, j'ai jamais osé lui dire que c'était la première fois. Je pense que pour elle aussi. J'étais peut-être pas Aladdin, mais je lui ai fait le tapis volant. Hein. Les 1001 nuits, hein. Jusqu'à 2 h du matin. Parce qu'après,
Mais attends, je m'étais déjà fait une demi-journée de mine, hein, midi, minuit, hein. J'étais fatigué. Oui, mais c'était un samedi. Le lendemain matin, 7 heures, un dimanche. C'était des gens bien, ces gens-là. À la messe. Et sa maman qui est venue frapper à sa chambre, on ne l'a pas entendu. Alors elle a ouvert, elle a allumé un poison, cette femme-là. Comment? Vous n'avez pas honte? C'est une mineure. Et alors, moi aussi, hein? Attends. Comment ça? Ben oui, doublement, encore bien. Je travaille au charbonnage et je n'ai que 19 ans. Comment? Mais vous ne pensiez quand même pas que j'allais accorder la main de ma fille à un vulgaire ouvrier de charbonnage? Là-dessus, son papa qui s'amène alerté par le bruit avec un fusil de chasse. Un fusil de chasse, monsieur. La fille qui se met entre nous deux. Non, papa, je t'en prie, ne tire pas dessus. Je veux l'épouser, je l'aime. Oh, tu veux l'épouser, tu l'aimes, très bien. Tu n'auras pas de dot. Comment ça? Tu n'auras pas de dot. Parce que c'était des gens bien. Chez les gens bien, les filles, on leur donnait une dot. Il était là, tu n'auras pas de dot. Pour ça, ils étaient bien assortis à ses parents. Sa maman, c'était un poison, son papa, c'était l'antidote. Ah ouais. Je peux te dire que je n'en menais pas large. J'étais tout nu, comme ça, sur la carpette. J'étais peut-être pas Aladdin, mais j'aurais bien dit Shazam pour m'envoler par la fenêtre. Hein. J'ai juste eu le temps m'en aller tout nu. Ah bah oui. Heureusement que ce n'était pas encore les beaux jours, qu'il faisait encore noir à cette heure-là. Et je ne l'ai plus jamais revue, cette fille-là. Plus jamais. Et elle n'a plus jamais revu son Aladdin non plus. Parce que 2 mois plus tard, j'apprenais qu'elle était mariée de force au fils d'un nabab du coin, l'héritier de Chicoré Pacha. Vous connaissez Chicoré Pacha? Ça a fait faillite d'ailleurs. Hein. Tant mieux. Et 6 mois plus tard, j'apprenais qu'elle accouchait d'une petite fille prématurée. Mais à aucun moment je n'ai imaginé que ça pouvait être la mienne, moi. Et il y a 3 mois, sur son lit de mort, cette femme-là, son mari était mort depuis longtemps, elle a appelé sa fille, Delphine. Et elle lui a raconté toute l'histoire. Elle lui a dit, écoute, maintenant que tu vas être toute seule, il faut que je t'avoue mon petit secret. Et elle lui a raconté l'histoire d'Amédée, la lampe merveilleuse. Ma lampe qu'elle avait gardée depuis ce jour-là, parce que, ah bah oui, ma lampe, je l'avais laissée sur sa table de nuit. Hein. Pensez bien que quand vous êtes tout nu sur une carpette, tenu en joue par un fusil de chasse, vous ne dites pas, excusez-moi monsieur, je vais d'abord récupérer ma lampe. J'ai dû en repayer une à la coopérative, j'ai eu une retenue sur salaire pendant 1 an à cause de ça. Eh bien, elle l'avait gardée, elle l'avait cachée. Et elle lui a dit où était la cachette. Après l'enterrement, sa fille est allée voir dans la cachette, ma lampe était toujours là. Et sur la lampe, grâce au matricule gravé dans le cuivre qui était tout en bas de ma lampe, elle a été aux archives provinciales. Et avec mon matricule, elle a retrouvé mon nom. Et avec mon nom, elle a monté ma trace. Elle m'a retrouvé ici au haut, mais il y a 3 semaines, elle est venue, elle m'a rendu ma lampe. C'est une belle histoire, hein? Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en me rendant ma lampe, elle m'a rallumé une lueur d'espoir. Je vais être papa. Vous vous rendez compte? Si on m'avait dit que ça m'arriverait dans cette vie-ci. Enfin, peut-être. Je ne m'emballe pas. Il faut attendre le 12 juin. J'espère que je tiendrai jusque-là. Bah, tout peut arriver à mon âge. C'est le 12 juin. Vous vous rendez compte, le 12 juin, si jamais les analyses sont positives, le même jour, je vais être papa 1 fois, grand-père 2 fois, arrière-grand-père 5 fois. Ah, ça va me coûter cher à la Saint-Nicolas, hein? Mais je m'en fous. Je m'en fous. J'espère que Delphine est vraiment ma fille. Parce que si le 12 juin, on me dit que Delphine est vraiment ma fille, oh, je serai plus heureux qu'un roi.
très bien encore rester, mais c'est parce que j'ai encore des gens. Merci mille fois, à très bientôt. Au revoir.